C'est un constat, certains enfants exercent une autorité sur parents et entourage. On assiste ainsi à une inversion de la hiérarchie familiale. L'enfant est roi et devient en quelque sorte le chef de famille. Chantage affectif, murmure, violence, c'est le roi. Il fait tout pour obtenir ce qu'il veut et y parvient très souvent. Bon nombre de parents se laissent mener par le bout du nez. Un enfant qui est capricieux, il faut le prendre doucement, le faire asseoir et puis lui donner des conseils. Plus tu le prends encore, plus tu es dur avec lui, il devient autre chose. Donc il faut le prendre doucement, le faire asseoir et le parler tranquillement en tant qu'une mère qui va t'écouter. Dans un passé très lointain, la fessée est un excellent moyen d'exercer son autorité vis-à-vis de l'enfant. Mais aujourd'hui, le châtiment corporel tend à disparaître. Il est même souvent décrié. Pourtant, les enfants sont soumis à un devoir d'obéissance envers leurs parents et doivent respecter les règles établies au sein de la famille. Si mon enfant n'obéit pas, d'abord, je vais l'amener à la raison. S'il persiste, il y a la question, la sanction, il faut trouver des choses, il faut le sanctionner. Pas trop le frapper, mais au moins il y a les petites sanctions qu'il faut apporter pour qu'il puisse savoir qu'à la maison, c'est le papa qui est l'autorité. Les enfants de 3 à 7 ans, 8 ans, il y a une autre manière. Et puis, les enfants de 10 à 16 ans aussi, il y a une autre manière. C'est-à-dire que les enfants de 3 à 7 ans, on peut les pincer, leur donner des petites fessées, les obliger. Mais les enfants de 10 à 16 ans, on tend vers l'adolescence. Et ça, c'est très délicat. Alors, il faut s'asseoir, discuter avec l'enfant. Un enfant qui refuse de se soumettre, qui est autoritaire, a certainement une raison. Il faut chercher à sonder cette raison-là dans ses attitudes. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il faut mener une certaine enquête sur l'enfant. L'insoumission est un mal. Et une fois ce mal connu, il faut approcher l'enfant dans la douceur parce qu'on ne gère pas un enfant par la violence. Il faut d'abord commencer par la douceur. Il faut lui faire comprendre les bienfaits de l'autorité parentale d'abord et puis de l'autorité dans son ensemble. De toute évidence, l'éducation des enfants a évolué et les parents de nouvelle génération ne semblent plus avoir le dernier mot. Peur du conflit, culpabilité à imposer des règles, ne pas vouloir faire vivre à son enfant ses propres frustrations, nombreuses sont les raisons qui amènent aujourd'hui les familles à lâcher du lest côté éducation. Malheureusement, il ne suffit pas de dire non pour qu'un enfant obéisse. Quand un enfant dépasse les limites, il est important de lui expliquer pourquoi. Il est bon de lui rappeler calmement mais fermement les limites que vous lui avez fixées. En clair, il doit savoir qui commande. Dernier thème, mesdames et messieurs, de notre giron, notre rubrique, notre créneau famille sur Matin Bonheur avec celle qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à voir tout au long de cette année, souvent en alternance avec Dr Zabi, Frédéric Zabi, qu'on salue également, qui sera normalement là vendredi, parce que vendredi on aura un final avec tous les acteurs, on va dire ça comme ça, de cette matinale. Et vous saurez quel est le genre de café que prend notre docteur au petit déjeuner. Merci pour l'info, parce que nous, on ne le savait pas. Notre propre producteur, c'est magnifique. C'est tout le symbole de cette saison, justement. Alors, bonjour, docteur. Alors, dites-nous, le thème, c'est comment faire face à l'autorité infantile. Oui. Ça semble antinomique, autorité infantile, oui, tout à fait, effectivement. Puisque l'autorité, c'est le pouvoir de décider, de choisir et d'exécuter certaines choses. Et ce pouvoir-là, normalement, est entre les mains des adultes, puisqu'ils sont censés être plus responsables, plus avertis et ont plus d'expérience. Donc, normalement, ce sont les adultes qui doivent exercer l'autorité. Malheureusement, dans certains cas et dans certaines familles, on se retrouve, sans le savoir ou sans s'en rendre compte, à laisser l'autorité entre les mains des enfants. Ça se manifeste comment? Ce sont les enfants qui vont choisir ce qu'on mange à la maison, ce qu'on fait, à quelle heure ils vont dormir. Ce sont des enfants libres et même tellement libres que les parents deviennent les serviteurs de ces enfants-là. Les parents eux-mêmes vont sentir une culpabilité à s'exprimer ou à imposer leur choix pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que le parent lui-même
dans son enfance, n'ayant pas vécu avec ses propres parents, a le sentiment qu'il a manqué d'affection. Donc il se dit, maintenant c'est mon tour de créer une famille et je ne voudrais pas brider mon enfant, je ne voudrais pas le circonscrire, je ne voudrais pas éteindre son côté affectif, donc on laisse faire. Ce que ces gens-là ne prennent pas en compte, c'est le fait que les enfants cherchent leur marque. Donc, ils vont essayer d'explorer et plus on leur laisse du terrain, plus ils vont s'étaler et ça peut finir par des enfants tyrans qui ne savent pas respecter des règles parce qu'ils n'ont pas conscience des règles puisqu'on ne leur a pas expliqué. On leur a juste dit que le monde tournait autour d'eux et que le seul objectif de leurs parents, c'était de les rendre heureux, de ne pas les contrarier. Alors, ils vont évoluer avec cette idée en tête et ne vont pas supporter la contrariété ni la contradiction. Alors, c'est vrai que les enfants, c'est le sel de la terre, mais pas le nombril du monde. Pas du tout. Il faut le savoir. Comment, pour des parents en amont, on s'y prend pour ne pas arriver à avoir des enfants rois, des enfants tyranniques? Oui, déjà, les parents, quand on a un enfant, on est euphorique. Donc, l'euphorie de la naissance du bébé, surtout quand elle a été longtemps attendue, est grande. Alors, il faut se dire, j'ai un bébé, maintenant je change de statut et qu'est-ce que je vais en faire? Avoir un projet, une feuille de route, si vous voulez, pour l'accompagnement de cet enfant-là. Donc, quand l'enfant commence, par exemple, vers l'âge de 3-4 ans, à choisir ses vêtements, à imposer ses choix, c'est vrai qu'il se manifeste, il s'exprime, il construit ses goûts. Et vous voyez qu'à cet âge-là, les enfants s'opposent aux choix vestimentaires qu'on va leur faire. Mais il faut leur expliquer par des moyens simples. Si l'enfant, par exemple, est sensible au regard de ses autres camarades, il faut lui dire que si tu t'habilles comme ça, tes camarades vont dire que tu ne sais pas t'habiller ou penser que tu n'as pas bien choisi. Donc ça, ce sont tes vêtements préférés, mais réserve-les pour une autre occasion où tu vois ça, par exemple. Essayez de convaincre l'enfant, mais ne pas dire laissez-le faire pour prendre un raccourci. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas le temps, donc on veut vite se débarrasser de la crise, entre guillemets, alors on laisse faire. Et laisser faire, c'est le plus grand danger parce que quand on laisse faire, eh bien, ça coule et l'enfant prend de mauvaises habitudes. Alors, il n'y a pas d'école pour gérer son enfant. Chacun, chaque couple, chaque famille, chaque sphère éducative a son modèle propre. Ça peut être aussi, ça peut venir de l'impact de l'éducation des parents. La manière dont ils ont appréhendé être parents en voyant ça chez leurs parents ou chez leurs grands-parents. Là, nous sommes dans une société où il y a beaucoup plus d'éléments nouveaux par rapport au passé. Comment on intègre ça dans l'éducation des enfants? Est-ce qu'on fait ça en amont, quand on s'est rencontrés, qu'on n'a pas encore eu d'enfants, ou bien on fait ça quand la grossesse arrive, on s'assoit et puis on commence à parler? Ben avant même de rencontrer l'âme sœur, il faut se projeter. Si on se dit, quand je vais me marier, voici ce que je vais faire de ma vie de mariée, de mes enfants. En amont, oui, il faut le faire parce que déjà, même si on n'a pas d'enfants, on est concerné par les enfants. Même si on a choisi de ne pas en avoir ou si on ne peut pas en avoir. Nous sommes tous concernés par les enfants parce que dans toutes les sphères de la société, nous sommes appelés à les côtoyer et à vivre, à les rencontrer à un moment ou à un autre. Donc, quand on est en couple et qu'on décide de faire des enfants, il faut déjà se mettre d'accord sur la vision que nous avons pour nos enfants. Parce que la différence de vision aussi peut créer des conflits dans le couple. Donc déjà, la parentalité doit être discutée en amont. Avant d'avoir un enfant, il faut échanger souvent, même dans les prémices de la relation déjà, dans les discussions, ou pendant qu'on fait la cour à la jeune fille, il faut sonder pour voir quelle est sa vision de la parentalité, de l'éducation des enfants. Parce que si on ne sonde pas... Il ne faut pas regarder que sa beauté. Malheureusement, malheureusement, on ne s'arrête souvent qu'à la beauté ou à la poche. Maintenant, c'est les deux prochaines. La proportion a toujours... De plus en plus, la poche de la femme... qui se cherche, regardez la poche de la femme. Il est tellement omnibulé déjà par sa beauté, par ce qu'il veut avoir. Il se dit que là... Ça entre en ligne de compte aussi. Alors, même dans tous ces cas-là, il faut se dire, qu'est-ce que vous pensez? L'un doit dire à l'autre qu'est-ce qu'il pense de l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants et comment ils vont s'y prendre. Parce que si vous ne parlez pas d'une même voix, ça va être difficile. Lorsque l'enfant dit « je veux manger des pâtes » et que la maman dit « non, il y a du riz au menu », il ne faut pas que le papa vienne dire « mais s'il veut des pâtes, laisse-le ». Parce que si le papa dit ça, l'enfant va s'allier au papa en se disant « voilà, lui, il est de mon côté ».
Alors, coach, désolé de vous couper, il y a des codes, hein. Vous avez des codes entre parents. Oui. Pas si vous voulez, Nos parents parlent avec les yeux. Il ne faut jamais, jamais prendre la défense de l'enfant en présence de l'autre. C'est ça, tout à fait. En face de l'autre parent, ça tue l'osmose. Oui, ça tue même l'autorité et la crédibilité même du couple. Parce que l'enfant, il est manipulateur. Donc quand l'enfant s'approche d'un parent, c'est parce que ce parent-là va dans son sens. Ils observent beaucoup, les enfants. Donc l'enfant, ce n'est pas parce qu'il aime le parent ou ce n'est pas parce qu'il pense que le parent est bien. C'est parce qu'il sait que ce parent-là a un faible pour lui. Je connais ses faiblesses, je sais où appuyer. Voilà, tout à fait. Donc les enfants sont très intelligents, ils sont très manipulateurs. Donc il faut faire attention pour parler d'une seule et même voix devant eux, quitte à réajuster le tir en aparté. Parce que si vous êtes en différent et que l'enfant se rend compte, vous allez le voir en train de regarder comme ça les échanges. Et en fait, il capte les points faibles qu'il peut prendre après contre vous. Donc, il faut éviter de discuter de vos différends devant les enfants, de vos différences de point de vue, surtout le concernant. Parce qu'il va se dire, tiens, voici ce que moi je veux, voici le parent que je peux le plus manipuler. Et il va aller vers ce parent-là, faire sa requête lorsque ce parent-là est là et surtout lorsqu'il est peu disponible. Parce que la disponibilité aussi est un élément sur lequel les enfants jouent. Ils se disent, mon papa, s'il est occupé à son ordinateur, que je lui demande telle chose, comme il aime travailler, il va vite dire oui. Alors, il va attendre le moment où vous êtes surbooké pour venir faire sa requête. C'est pour ça qu'il faut créer des moments où nous sommes disponibles. Voilà. Il peut se faire abrouer, mais pas forcément abrouer, mais lui demander de patienter. On en reparle tout à l'heure, mais il ne faut pas dire oui, fais-le pour juste avoir le temps. Se débarrasser de lui. Se débarrasser de lui, regarder son match de foot à la CAN, par exemple. C'est la période. Docteur, parlons toujours d'intervention externe dans nos différentes sociétés. D'antan, c'était la femme qui restait à la maison s'occuper des enfants et bien sûr de concert avec ce que le mari décidait comme éducation. De plus en plus, les deux vont au travail et c'est aux nannies, aux tatis, aux nounous de faire le relais. Là-bas aussi, des fois, elles se disent c'est l'enfant du patron, donc on laisse tout faire. Et quand on rentre à la maison, bon, on a le king... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut donner des consignes claires. Les nounous ne sont pas là pour éduquer les enfants. Elles sont là pour appliquer le schéma d'éducation donné par les parents. Quel schéma qu'on donne? Les gens sont pris. Ils s'en vont et ils laissent tout derrière. Quel que soit... Ou bien, dans le choix de la nounou, c'est la raison pour laquelle on ne le dira jamais assez. L'Afrique avait toujours des méthodes, quoi. Il y a toujours une sœur, une tante qui va venir du village, qui a déjà l'esprit de la famille. Oui. Alors qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, on est à gauche, à droite, voilà. Mais la nounou, elle vient travailler, donc c'est comme dans une entreprise. Elle doit avoir une fiche de tâche. Une feuille de route. Une feuille de route. Donc quand elle vient à la maison, on lui explique qu'elle est là pour exécuter les règles. Parce que vous voyez certaines nounous qui vont dire « j'ai acheté des bonbons parce qu'il a demandé ». Oui, il est trop gentil avec elle. Voilà, donc où je voulais lui faire plaisir. Parce qu'elle ne comprend pas dans quelles circonstances vous donnez des friandises à votre enfant. Elle vous a vu donner des friandises une fois. Elle se dit c'est comme ça que ça marche. C'est pour cela qu'il faut les briefer et donner des consignes claires. Si vous ne donnez pas des consignes claires, quand vous rentrez, prendre le temps de poser des questions sur comment s'est déroulée la journée. Si vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez après, quand c'est trop tard, avec des mauvaises surprises parce que l'enfant et les personnes qui s'occupent de lui pendant votre absence auraient établi un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout le vôtre et dans lequel vous ne vous reconnaissez pas du tout. Docteur, est-ce que c'est sain de discuter de l'éducation de ses enfants, de confier l'éducation de ses enfants comme ça, avec des discussions à une dame qui vient, à une nounou qui est de passage, que vous ne connaissez que depuis un mois? C'est pas risqué? Mais on n'a pas le choix. Si vous allez au travail, par exemple, Alix, elle est là, ses enfants sont bien pris en charge, soit à l'école, soit à la maison. Donc, on n'a pas le choix. C'est pour cela qu'il faut être très regardant sur le choix, justement, des aides ménagères que nous prenons. Et leur donner des consignes pour leur dire, voici comment ça marche. Parce que quand vous prenez une fille et que vous lui dites, c'est pour rester à la maison, elle peut passer tout le temps à regarder la télé, elle peut passer tout le temps à dormir, elle peut passer tout le temps à discuter avec d'autres domestiques de la cité. Donc il faut que dans le recrutement, nous soyons regardants sur les aptitudes de cette personne-là. Parce que si la personne ne comprend même pas son rôle dans la maison,
elle peut dépasser ses prérogatives. Quel âge minimum pour une nounou, par exemple? Mais c'est l'âge de la majorité. 18 ans. 18 ans. Oui. On ne peut pas prendre une nounou en deçà de 18 ans. Parce qu'elle est encore enfant. Parce qu'elle est encore mineure. Oui, ça, c'est la règle. C'est celui de tous. Mais sur 18 ans, est-ce que 18 ans pour un enfant, par exemple, qui a une dizaine d'années? Oui, mais c'est une grande sœur. 18 ans, c'est comme une grande sœur. Donc, quand il a une dizaine d'années, déjà, il est autonome, il prend son bain seul, il sait manger seul, il peut attacher ses lacets. 10 ans, c'est bon. Même, vous savez que dans les milieux ruraux, les petites filles, elles sont mises à la tâche très tôt. Oui, très tôt. Donc, si elle est soit issue d'un milieu rural ou en échec scolaire, ça veut dire que elle fait autre chose de ses journées. Elle compense par là. Donc, peut-être qu'elle n'aura pas les bonnes connaissances pour utiliser les électroménagers, mais on fait une mise à niveau, toujours faire une mise à niveau de ces personnes-là. Et c'est bien aussi de grandir avec ces personnes-là, parce que ça leur permet. Moi, par exemple, j'ai eu une dame qui est restée avec moi pendant une dizaine d'années. Oui. Elle me connaît au quart de tout, elle connaît les enfants, tout ça, et ça aide. Mais à un moment, quand vient, docteur, le moment de la séparation. Pour refaire, c'est compliqué. Surtout quand vous changez de pays, c'est compliqué. C'est la vie. La vie est un perpétuel recommencement. Donc, dans tout ça, voir la place de l'enfant. L'incidence psychologique sur les enfants, à ce moment-là, comment on gère ça? On le gère en expliquant et en gardant le contact déjà. Aussi. Parce que pour garder le contact, il faut que la séparation se fasse dans de bonnes conditions. Parce que si la fille, vous la mettez à la porte en jetant ses bagages par le balcon, c'est pas sûr qu'elle vous rappelle ou qu'elle passe voir vos enfants. À l'inverse, si elle s'est sentie intégrée à la famille et si elle a senti que vos enfants n'étaient pas des diablotés, elle a même envie de revenir les saluer. Elle appelle tout le temps pour prendre de leurs nouvelles. Si par contre vos enfants sont des petits diablotés, autour de pour qui même vous les grondez tout le temps parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le bain et que c'est toujours les autres les coupables et jamais les enfants rois, alors vos enfants ne seront pas les bienvenus et ces filles-là partiront vraiment en sifflotant. Justement, docteur, là, on a parlé en amont de comment baliser, hein. Mais malheureusement, on se retrouve en face d'un enfant roi. On ne lui dit rien. Des fois, mais il y a des parents aussi qui sont pour quelque chose. Hein. Donc, voilà, on ne touche pas mon enfant, on ne lui donne pas ça à manger, on le met dans un écrin comme s'il va y rester toute sa vie. Voilà. Et malheureusement, l'enfant, il se retrouve... il est déjà gâté pour c'est le king de la maison, il est roi, il commande tout. Ça le rétille de façon involontaire de la société. C'est clair. Parce qu'il est braqué négativement. Et il a des attitudes, il juge les gens facilement parce que on a passé notre vie à juger les autres autour de lui. C'est ça. Mais il y a des enfants... en vase clos, en fait. C'est ça. Donc, ces enfants-là, ils sont très, très, très sensibles. Donc, un enfant, par exemple, qui veut imposer sa décision, lorsque vous lui dites non et qu'il pique une grosse colère, il ne faut pas aller vers lui. Il faut le laisser. D'abord, il va crier, il va s'isoler, aller dans sa chambre ou même se jeter devant vous, gesticuler. Il faut l'ignorer. Quand vous allez l'ignorer, vous allez voir que l'enfant qui trépigne, petit à petit, va commencer à vous regarder. Et parfois, même quand ils ont avant 5 ans, ils vont dire, tu dis rien, tu ne vois pas que je pleure, parce qu'ils sont habitués à... Parfois, dans l'intonation des pleurs, si on peut parler comme ça, vous sentez la partie où il commence à... Il y a des variations. Il y a des variations, il y a des aigus. Après, il commence à fatiguer. Il commence à fatiguer et il se dit, mais la personne, les adultes ne disent rien et ils vous demandent parfois, mais tu ne vois pas que je pleure, tu ne vois pas que je suis fâchée. Donc, il faut apprendre à les ignorer. Il faut apprendre à les ignorer parce que leur plus grand point fort, c'est qu'on veut répondre à toutes leurs attentes. Donc, lorsque leur colère ou leur crise est ignorée, ils commencent à se remettre en cause. Et à partir de ce moment-là, quand ils se sont calmés et qu'ils viennent vous poser des questions, vous leur répondez que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils ont leur part d'effort à faire avant d'avoir ce qu'ils veulent. Et petit à petit, ils vont se dire, mais il y a quelque chose qui a changé et s'aligner. Docteur, il y a un fait qui est très important et les téléspectateurs qui nous suivent reviennent là-dessus. Ce n'est pas tout qu'on dit devant les enfants. Exactement. Votre manière de parler d'une personne qui n'est pas là, ça va conditionner l'attitude de votre enfant vis-à-vis de cette personne. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il faut se garder. Et ça influence, ça permet à l'enfant de savoir quelles sont les manières de penser des parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ceci. Et ça peut gâcher beaucoup de choses, surtout ça peut aider la manière de l'enfant, pour l'enfant d'être avec les autres en société. Tout à fait, parce que critiquer, médire sur les gens devant les enfants, ça fait penser à l'enfant que c'est normal et que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Donc ça va donner un enfant qui va faire du mimétisme et être médisant. Donc, il faut encourager l'enfant. Il faut surtout, dès que l'enfant est là,
prononcer des paroles positives, avoir des avis positifs, même si l'enfant dit la tante là, elle vient toujours manger chez nous, il faut voir le bon côté pour dire oui, c'est ça le partage. Faut pas dire, faut pas voir le mauvais côté de la situation. Et après, on peut commenter entre adultes, mais pas devant les enfants, parce que les enfants, ils posent des questions pour savoir se comporter demain. Donc tout ça fait partie de l'éducation que nous leur donnons et il faut communiquer. Si on n'explique pas les règles aux enfants, ils ne sauront pas dans leur jeu qu'ils jouent, il y a bien des règles à respecter. Il faut leur expliquer que de la même façon qu'ils respectent les règles dans leurs jeux vidéo, dans la vraie vie, il y a des règles aussi à respecter parce qu'ils sont très minutieux là-dessus, dans leurs jeux, dans leurs projets. Donc il faut juste transférer ces éléments-là pour leur permettre de comprendre que la société marche avec des règles et que ce n'est pas à l'enfant de décider. S'il vous dit pourquoi, vous lui expliquez qu'il y a un moment où tu pourras avoir la décision. Ce moment-là, c'est quand tu seras assez outillé, quand tu seras assez grand, quand tu seras aussi autonome, quand tu paieras tes factures, ben, tu décideras d'à quel moment, du moment auquel il faut allumer, par exemple, la clim toute la journée. Ça, je parle à mes enfants. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Docteur, il y a des phrases du style, dans le partage affectif, du style qu'on fait ingurgiter à nos enfants, tu es mon cœur, tu es mon œuvre, tu es ma vie, c'est dans le partage affectif. C'est à quel moment il faut le dire à l'enfant? Oui, ben, il faut le lui dire quand il en a besoin, mais il faut le lui dire aussi, même quand on est fâché, tu es mon cœur, mais ça ne t'autorise pas. Non, non, pas sous condition. Tu es mon cœur, ça, il n'y a rien à redire, je t'aime, mais ça ne t'autorise pas à faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des parents qui disent, quand ils sont fâchés, je ne t'aime plus. Mais ça met l'enfant en panique. Ça met l'enfant en panique. Donc, il faut dire, je t'aime, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. En psychologie, on dit que ce sont des choses auxquelles on s'arrime, c'est-à-dire ce sont des béquilles, béquilles pour aider. C'est-à-dire il y a le moment où on peut punir, mais dans cette punition-là, rappeler les fondamentaux. Voilà, parce que ça ne va pas faire basculer le côté affectif de l'enfant. S'il se dit, mes parents sont fâchés, ça veut dire qu'ils ne m'aiment plus, alors il va amplifier le problème et perdre ses repères. Et la punition aussi est quelque chose de très important parce qu'une punition ne doit pas être subite. Elle doit être annoncée, exécutée et ensuite débriefée. Si on punit un enfant sans annoncer la punition, il est surpris et il peut ne pas comprendre. Donc on annonce la punition. Une fois que la punition est annoncée, même si après votre colère est descendue, il faut exécuter la punition, même en l'édulcorant, mais il faut quand même la mettre à exécution, sinon vous perdez votre crédibilité devant cet enfant qui vous manipule. Il peut vous faire des bisous, être gentil, parce qu'il a peur de la punition, surtout si on lui retire son jeu préféré comme punition. Il va tout faire pour vous amadouer, ne pas vous laisser distraire, ce sont des manipulateurs. Docteur, ce sont des manipulateurs. Exactement. Vous avez un exemple, dans 2 secondes. Ma première fille s'appelle Ama, le nom de ma mère. Et quand elle fait des bêtises, et que je suis au travail, elle m'envoie un message, elle propose son nom, Noah. Ah non, non. Elle dit, papa, c'est Ama. Ah ben oui, vous voyez, tout de suite. à la guerre comme à la guerre. On avait parlé de quelque chose là. C'est Ama. Je t'aime, Ama. Voilà, parce qu'elle sait que c'est le point faible de son papa. Voilà, donc vous voyez. Sensible. Voilà. On doit se dire quoi, c'est un enfant intelligent? C'est un enfant normal, parce que les enfants normaux sont intelligents et manipulateurs. Donc c'est à nous de ne pas nous laisser manipuler par ces bouts de chou. Oui, il y a certains qui font des phrases, ils veulent quelque chose, ils commencent à chanter. Ah, ma maman, elle va me donner ça, c'est sûr. Ils conditionnent la programmation des rôles. Oui, il faut faire comme si on n'entend pas ou expliquer justement pour ne pas justement céder là où on ne doit pas céder. Mais à quel moment il faut taper sur la table et vraiment pousser une soufflante? Il faut taper sur la table quand l'enfant dépasse les bornes. Pour cela, il faudrait avoir établi les bornes avec lui. On ne peut pas dire à l'enfant tu dépasses les bornes si on ne lui a pas indiqué où sont ces bornes-là. Donc la première chose, le préalable, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et vous allez voir que l'enfant va se rapprocher progressivement des limites, mais en vous regardant et en voyant si vous allez réagir ou pas. Et quand vous ne réagissez pas, il se rapproche dangereusement. Alors, si vous le laissez jusqu'à ce qu'il franchisse ces limites-là, il faut lui dire, là, tu as été trop loin et sévir. Sévir, ça ne veut pas dire forcément bastonner, mais sévir, ça veut dire appliquer une punition ferme et expliquer à l'enfant pourquoi on l'a puni. Merci beaucoup, docteur.